Bien, donc il est 8 heures. Bienvenue à tous les participants. Bienvenue à notre staff du jeudi. Et aujourd'hui, nous allons traiter de l'insémination intra-utérine et des valeurs prédictives des paramètres du sperme pour réussir une insémination intra-utérine. Et c'est Dr Hanan Loumi qui va faire la présentation. J'aurai le plaisir de modérer ce webinaire avec Dr Sonia Mnalla, qui est aussi médecin biologiste avec nous à Fertilia, et le grand plaisir d'avoir avec nous le Dr Gouet Bel Ernestine, donc gynécologue de Cameroun et aussi présidente de la Société de fertilité camerounaise, c'est bien ça? Oui, et aussi directrice du centre Odyssée à Douala au Cameroun. C'est parfait, c'est exact. C'est parfait? Oui. OK. Donc, voilà, donc bienvenue et bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour modérer ce webinaire. Et sans tarder aussi, je remercie les laboratoires Ferring qui ont sponsorisé ce webinaire et je vais passer donc sa vidéo. Developing medicines for urological conditions and helping children live a more normal life. Medicines that give couples the opportunity to have a child, with products used from conception to birth of a baby. Developing medicines for knee problems that can facilitate a more active lifestyle. Medicines that combat inflammatory bowel diseases and help the patient enjoy the freedom of life. Medicines that help children with growth disorders and options that assist children in overcoming anxiety about administration of their medicine. It is about being committed to research and development at every stage to create medicines that work on the body's own terms, and about being committed to science and to developing innovative formulations and delivery systems that help patients to live their lives on their own terms. This is what we do and what we have done for more than 60 years, because we believe in the power of people and
research and go where ideas take us. And we invest in the necessary facilities and equipment to produce the medicines we discover, making a difference to people's health and quality of life, today and tomorrow, because people come first. Donc, sans tarder, je te donne la parole, Hanan, pour partager ton écran et commencer la présentation. Merci, Dr Mahmoud. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous les participants. Et donc, on va présenter les facteurs prédictifs de succès de l'insémination en termes de paramètres spermiologiques. Donc, je vais partager l'écran. Alors, notre 5e webinaire de Fertilia donc, concerne l'insémination intra-utérine. C'est une technique très ancienne, hein, parmi les premières techniques d'assistance médicale à la procréation. Elle est simple de pratique, non invasive et qui ne nécessite pas un coût élevé, avec un minimum aussi de risque de complications, principalement un minimum de risque d'hyperstimulation. Malgré toutes ces qualités, l'insémination intra-utérine reste controversée quant à son utilisation en pratique. Et jusqu'à récemment, donc, il y a des pour et des contre cette technique. Depuis l'atelier de Lécheret effectué en 2009, l'insémination intra-utérine a été considérée comme un substitut qui est inefficace, donc un substitut à la FIV qui reste plus ou moins inefficace en termes de résultats, bien que les résultats restent donc raisonnables si on multiplie les cycles. Ce constat de 2009 a été renforcé par les recommandations du NICE en 2013 qui ont aussi suggéré que cette insémination ou l'utilisation de l'insémination artificielle en infertilité masculine inexpliquée ou dans l'infertilité masculine modérée à légère, l'utilisation de l'insémination a une valeur qui n'est pas très importante et un taux de grossesse multiple qui reste élevé. Malgré toutes ces constatations et ces constats, les centres d'AMP ont continué à effectuer cette pratique et cet acte d'assistance médicale à la procréation, surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui ont élaboré des études et des publications qui ont permis de revitaliser l'insémination intra-utérine et comme acte de première intention devant l'infertilité masculine modérée et légère, aussi devant l'infertilité inexpliquée. Alors, comment réussir cet acte d'assistance médicale à la procréation? Il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut agir, aussi bien du côté clinique que du côté biologique. Concernant les facteurs cliniques, c'est surtout l'inclusion des patients. Il faut respecter les indications. Il faut justement respecter les recommandations cliniques quant au protocole de stimulation pour éviter les risques de grossesse, le risque de grossesse multiple. Et du côté biologique, il faut aussi analyser correctement le sperme, bien analyser le sperme et surtout veiller à la qualité de l'analyse et à la reproductibilité de l'analyse spermatique pour pouvoir assurer une bonne préparation de sperme et réussir l'insémination intra-utérine.
Il y a d'autres paramètres aussi sur lesquels on peut agir, tels que les timings, les délais entre le déclenchement et l'insémination, les délais entre la préparation et l'insémination, le délai d'installation de la patiente après l'insémination. Bien sûr, il y a des facteurs qui ont été sujets d'études et avec lesquels on a établi des cut-offs et des recommandations, et il y a des facteurs qui restent en cours d'études. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va se concentrer sur les paramètres spermatiques, sur les facteurs et les valeurs prédictives qui vont permettre de prédire le succès de l'insémination artificielle. Je commence par le premier cas clinique. Donc, c'est un couple qui désire avoir un enfant depuis 3 ans. La dame, elle a 33 ans. Son bilan est correct avec des cycles réguliers, des trompes perméables, un prélèvement donc vaginal qui est sans germe, donc qui ne montre pas d'infection. Et monsieur, il a 42 ans, il a un enfant d'une première union, il est tabagique à un paquet jour. Il n'a pas d'antécédents pathologiques notables. Son spermogramme date de 18 mois. Il montrait une oligo-asténo-térato modérée. Alors, devant la demande du couple d'aller à l'assistance médicale à la procréation, que proposez-vous? Soit on continue dans l'expectative, soit on fait l'insémination, ou bien on propose une réévaluation du spermogramme puisque le dernier spermogramme remonte à 18 mois, ou bien autre proposition. Alors, bien sûr, il faut qu'il arrête le tabac pour améliorer la qualité de son sperme. Et de deux, il faut aussi compléter le spermogramme par une analyse plus approfondie qui étudie le pouvoir migratoire des spermatozoïdes, c'est le test de migration. Et puis, il faut étudier aussi la survie des spermatozoïdes après 24 heures, ce qu'on appelle le test de migration survie. Alors, ce test a été réalisé et qui a montré, donc au niveau spermogramme, presque les mêmes paramètres et le TMS à 1,1 million. Après préparation, les formes typiques passent à 4%. Ils étaient à 2% avant la préparation et la survie, elle est bonne, elle est de 80%. Alors, aller en insémination, oui, mais il faut prévoir 2 prélèvements pour pouler le maximum de spermatozoïdes à inséminer. Alors, pourquoi pouler le maximum de spermatozoïdes? Parce que les recommandations disent que c'est bien un TMS au-dessus de 1 million pour pratiquer l'insémination, mais il faut aussi aller vers un nombre de spermatozoïdes mobiles progressif qui est assez conséquent. Donc, il faut augmenter le nombre au maximum avec la multiplicité des prélèvements. 2 prélèvements, c'est correct. Alors, toujours dans le même sens et avec les recommandations que je viens de citer, il y a une corrélation entre le nombre de spermatozoïdes récupérés après préparation et le taux de grossesse et de naissance vivante aussi. Donc, sur cette publication qui date de 2017, alors sur 1400 inséminations en études prospectives, aucune des valeurs en rapport avec les autres paramètres n'a montré de supériorité par rapport au taux de grossesse. Il y a un seul paramètre qui ressort, c'est le nombre de spermatozoïdes inséminés, qui est donc la valeur qui ressort de cette publication, c'est entre 5 et 10 millions pour avoir un maximum de chances de grossesse en insémination. Cette dernière publication remonte à 2020 et cette publication aussi parle du nombre récupéré après préparation
Et là, le cutoff, il est plus élevé. Donc, on parle d'un nombre total de spermatozoïdes récupérés après préparation entre 15 et 20 millions. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est quand on a un maximum de spermatozoïdes, c'est bien, mais il ne faut pas aller au-delà de 20 millions pour cette publication. Pour d'autres publications, le cutoff, il est plus faible, il est à 10-12 millions. Alors, quant à la technique de la préparation, est-ce qu'on préconise de faire un gradient de densité avec un lavage et une migration ascendante, ou faire un gradient de densité avec lavage simple? Les deux méthodes de préparation se valent, donc ça donne les mêmes résultats et il n'y a pas de recommandation dans ce sens. L'essentiel, c'est de récupérer le nombre souhaité de spermatozoïdes après préparation. La technique d'insémination en elle-même, donc il n'y a pas de recommandation, mais par rapport au volume, il ne faut pas dépasser les 0,5 millilitres. L'injection des spermatozoïdes doit être lente et après, bien sûr, le repos après l'insémination de 10 à 20 minutes. Mais pas de recommandation dans ce sens, c'est les constatations de certaines publications sur ces facteurs de succès. Je passe au deuxième cas clinique. Le deuxième cas clinique donc, concerne un autre couple qui est venu nous voir après 2 ans et demi de désir de grossesse. La dame, elle est très jeune, elle a 28 ans, elle n'a pas d'antécédents particuliers, ses cycles sont réguliers, les trompes sont perméables, donc tout le bilan est correct. Monsieur, il a 34 ans, il a un oncle infertile, il est tabagique. Alors, le spermogramme fait il y a 2 mois montre une tératospermie isolée, mais c'est une tératospermie qui est extrême. On ne trouve pas de forme typique, absence complète de forme typique. Sinon, les autres paramètres spermatiques sont normaux. Alors, dans ce cas-là, le couple demande est-ce qu'on va faire l'insémination, on va faire un autre acte d'assistance médicale à la procréation. Eh bien non, on a retenu la leçon, il faut arrêter le tabac et compléter par le TMS. Alors, le test de migration survie a montré donc, un nombre récupéré à 1,5 million, des formes typiques après préparation à 1% et une survie qui reste bonne à 85%. Alors, devant ce résultat, est-ce qu'on fait l'insémination directement? Est-ce qu'on donne une cure d'antioxydants et on passe en insémination après? Est-ce qu'on fera la FIV d'emblée ou la FIV ICSI donc directement, on passe à la technique la plus complexe? Dans ce cas-là, toujours, j'invite les praticiens à regarder l'ensemble des anomalies recensées au niveau du spermocytogramme et surtout les anomalies de la tête. Donc, si on a une tératospermie extrême qui montre une prédominance des anomalies de la tête comme sur ce spermogramme, on est à 55 sur 100 éléments de macrocéphale, on est à 35 éléments qui ont des acrosomes réduits, donc ça montre qu'il y a une altération au niveau de la tête du spermatozoïde. Et cette partie du spermatozoïde, elle est indispensable pour réaliser la fécondation physiologique. Alors, donc, la térato en elle-même qui sort sur un spermogramme de manière isolée ne contre-indique pas l'insémination intra-utérine, mais il faut voir le type d'anomalie recensée au niveau du spermocytogramme. Et cette étude a bien montré qu'avec des formes typiques
qui sont très faibles, c'est-à-dire un pourcentage qui ne dépasse pas le 1%, on est à 21% de taux de grossesse. Bon, l'effectif reste réduit. Le nombre total de cycles est de 856 inséminations, mais malgré la térato, il y a des grossesses qui sont survenues avec cette térato après insémination artificielle. Donc, cette histoire de tératospermie et d'insémination reste controversée pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, d'abord, la normalité est subjective. Donc, l'évaluation déjà de la morphologie dépend de l'opérateur. L'évaluation de la morphologie donc, se passe de manière individuelle. Donc, il y a une grande variabilité entre les individus, entre les personnes qui font la lecture des frottis. Et donc, ces publications ont très bien montré que la méthodologie n'est pas la même au niveau des laboratoires. Il faut une harmonisation dans les lectures. L'OMS a galéré pour instaurer donc une classification unique qui reste valable pour évaluer les cut-offs et les normes, mais toujours, même dans des pays qui se respectent au niveau de la pratique de l'assistance médicale à la procréation et au niveau des laboratoires, la variabilité entre les opérateurs et entre les centres est assez large. On parle de 50% de coefficient de variation et même 70% dans certains cas. Aussi bien pour la numération que pour la morphologie. Donc, il faut faire attention à ces variabilités. Il faut contrôler de manière systématique aussi bien les pratiques au niveau des laboratoires par un contrôle qualité systématique et aussi contrôler le spermogramme quand il s'agit d'un seul examen. Il faut le contrôler. Alors, cette tératospermie ne donne pas de grossesse quand elle est inférieure à 4% et quand on a une valeur de numération de spermatozoïdes récupérés après préparation qui est inférieure à 1 million. Donc, cette morphologie est étroitement liée au nombre de spermatozoïdes récupérés. Plus on a de spermatozoïdes qui bougent bien, plus on a des chances d'avoir des formes typiques derrière. Et donc, il faut que ces deux paramètres aillent en couple. Il faut regarder aussi bien le nombre et la morphologie. Et donc, pour cette étude, la conclusion était si on a un nombre de spermatozoïdes récupérés inférieur à 1 million avec une morphologie inférieure à 4%, pas de grossesse pour les inséminations. Hein. Alors, toujours dans le même sens, donc il faut toujours regarder forme typique, nombre récupéré et même faire des multiplications, le tout pour dire que plus on a des spermatozoïdes mobiles progressifs récupérés, par exemple au-dessus de 5 millions, ici sur 210 cycles, on a des grossesses, un taux de grossesse qui est de 20,77%, avec la classification ancienne de la tératospermie de David qui est de 30%. Donc dans le groupe B, on a plus de chances d'avoir des grossesses parce qu'on a plus de formes typiques et plus de spermatozoïdes récupérés. Pareil pour cette étude qui a étudié donc tératospermie isolée versus absence de tératospermie. Et on voit que le taux de grossesse grimpe avec le nombre de cycles d'insémination, aussi bien avec la térato et sans térato, mais le taux de grossesse reste plus faible quand il s'agit d'une tératospermie. Alors, les recommandations disent que la valeur prédictive est supérieure à 4%.
et aussi qu'il faut voir l'ensemble des anomalies et faire attention aux anomalies de la tête surtout. Il faut éviter les inséminations quand il s'agit d'anomalies de la tête du spermatozoïde au niveau du spermocytogramme. Alors, pour récapituler ces deux cas cliniques, on revoit donc les seuils. On a plus que 4% pour la morphologie comme valeur prédictive. On a en TMS au-delà de 5 millions, en inséminé au-delà de 1 million et en taux de mobilité au niveau du sperme, du sperme sans traitement, il faut que ça soit au-dessus de 30%. Donc, ça a été démontré sur des études prospectives et donc des études sans lacunes avec des critères d'inclusion bien ficelés. Voilà pour cette première session. Si vous voulez, on passe à la session questions-réponses. À toi, Ernestine. Bravo, Hanan. Alors, j'aurais une question pour Dr Mahmoud, avant de commencer par poser les questions des participants. Alors, je voudrais justement poser la question suivante. Devant une infertilité qui est d'origine strictement masculine, pour l'indication d'une insémination est posée, quelle est la place de la stimulation ovarienne chez la patiente? Pour la stimulation ovarienne, est-ce qu'il faut stimuler quand on va faire une insémination ou pas? En fait, si on voit les méta-analyses qui ont été réalisées dans ce sens-là, tout dépend de l'indication. Et dans les infertilités, disons, masculines, la méta-analyse de 2016 montre que stimuler n'apporte pas, n'a pas d'apport sur le résultat. Alors que dans les infertilités, par exemple, inexpliquées, là, il faut stimuler. Dans les infertilités, dans l'endométriose, il faut stimuler. Mais on voit bien que les gens ne suivent pas, les praticiens plutôt, ne suivent pas les recommandations des méta-analyses qui ont été faites et tout le monde stimule. Tout le monde stimule pour une raison très simple, c'est que parce que la stimulation, outre le fait d'augmenter, d'améliorer le résultat ou pas, ça permet de programmer l'insémination, de faire une programmation. Et ça permet aussi de corriger des troubles de l'ovulation qui sont sous-jacents, qui ne sont pas apparents. Tout le monde stimule pour de la programmation, parce que ça permet de programmer, d'éviter les week-ends, etc. Mais si on suit les recommandations des méta-analyses, dans l'infertilité masculine, on n'a pas besoin de stimuler. Le fait de stimuler n'apporte pas d'amélioration, n'améliore pas l'odd ratio en termes de taux de grossesse clinique. D'accord, merci, Dr Mahmoud. Alors, j'aurais pour toi une première question, Hanan, c'est Monsieur Khalid Slewi, donc qui te pose la question suivante. En ce qui concerne le cas clinique numéro 2, il dit quel est l'intérêt du Doppler chez le conjoint et le cariotype? L'intérêt du Doppler. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de place à une exploration échographique dans ce cas clinique parce qu'on a dit que l'examen clinique était normal. Donc, si l'examen clinique est normal, et le patient a été très bien examiné et on ne demande pas de faire un Doppler systématique pour tous les patients qui présentent une tératospermie ou autre. Après, pour le cariotype est indiqué dans les cas où on a une très faible numération, donc qui est inférieure à 5 millions, bon, pour certains inférieur à 1 million, donc c'est un peu, le cutoff est un peu controversé, où
la marge est un peu large, mais le cariotype est indiqué quand on a une oligospermie sévère. Ernestine, à toi de reprendre la modération. Ernestine, active ton micro. Il y a un bouton là, voilà. OK, donc je voulais féliciter Dr Hanen pour sa belle présentation. Elle a beaucoup de questions. Les deux premières sont déjà posées. Ensuite, il y a une question du docteur Habib qui voudrait savoir la place du cariotype. En fait, il y a deux questions déjà sur ça. La place des cariotypes dans les tératospermies sévères et aussi la place du Doppler dans ces tératospermies sévères-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour ça. Donc déjà, on a répondu à ces deux questions, Ernestine. Si tu as d'autres questions… Alors, il y avait également la question qu'après les préparations de sperme, ils avaient l'impression que la concentration changeait. Est-ce que ça peut s'expliquer? Alors, quand tu faisais la préparation de sperme, la concentration des mauvais ou des bons spermes n'était plus la même. J'avoue, moi-même, je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire, mais si tu le comprends toi-même, tu peux répondre. Certainement, quand on centrifuge, c'est-à-dire quand on prépare le sperme, on va le concentrer parce que le nombre de spermatozoïdes il était dilué dans l'ensemble du volume de l'éjaculat. Après, on va récupérer que 0,3 millilitres. Donc, c'est normal qu'on a une concentration de spermatozoïdes, mais en nombre total, on aura un nombre qui est inférieur à celui avant la préparation. Ouais. Yeah, voilà. En fait, voilà, c'est surtout par rapport à l'amélioration de la morphologie après sélection. C'est notre ami Chihab Saïd qui a posé cette question à propos des formes typiques. Quoi. Il se demande comment, entre deux préparations, on passe de 2 à 4% et de 0 à 1% au niveau des formes typiques. Alors, pour cette question de Dr Saïd, l'idée c'est de filtrer les spermatozoïdes les plus corrects. Donc, avec le gradient, on va retenir les spermatozoïdes qui ont des anomalies multiples, des anomalies de la tête, les anomalies flagellaires. Donc, dans le culot qu'on va récupérer après la préparation, on aura une population de spermatozoïdes qui est un peu sélectionnée. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et forcément, sur 100 éléments sélectionnés, on aura un nombre de typiques qui est beaucoup plus important. Alors, Dr Simon demande la place de l'IAM et du TZI dans le cadre de l'insémination intra-utérine. Alors, la place de l'IAM. L'index d'anomalie multiple. Alors, la place ce qu'on appelle dans la classification de Kruger, le TZI, donc l'index d'anomalie multiple, comme a dit Dr Nal. Ce paramètre nous indique s'il y a plusieurs anomalies à la fois au niveau du spermatozoïde. Ça a une valeur péjorative sur le pronostic de la tératospermie. Donc, plus on a des anomalies au niveau du même spermatozoïde, plus la térato, elle est sévère. Les anomalies se répartissent sur l'ensemble des parties du spermatozoïde, la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. Et on sait qu'il y a donc une dysmorphie qui est plus importante qu'un spermatozoïde qui présente une seule anomalie uniquement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure période pour faire l'insémination? Quel est le meilleur moment pour inséminer? Alors, le meilleur moment par rapport au déclenchement, par rapport à l'eau vitrelle, c'est entre 24 et 40 heures, donc la fourchette est large. Par rapport au délai entre la préparation et l'insémination, parce qu'on sait que
en dissociant le sperme de son plasma séminal. Donc, il n'est pas protégé par tous les facteurs antioxydants qui l'entouraient dans son environnement naturel. Dans ce cas-là, on a une possibilité de stresser les spermatozoïdes avec la manipulation, avec le délai d'attente. Donc, le délai entre la préparation et l'insémination ne doit pas dépasser 1 heure. Alors, si je peux, idéalement 30 minutes. Si je me permets, par rapport à l'ovulation, il y a une étude qui a été faite et qui montre que inséminer entre 36 et 38 heures après l'ovulation, c'est mieux que d'inséminer entre 34 et 36. Et ça rejoint un peu notre, comment dire, le moment il faut bien choisir le moment de l'ovulation ou de déclenchement de l'ovulation. Il ne faut pas déclencher trop tôt. C'est ça, il faut essayer d'aller un peu plus loin et déclencher vraiment au meilleur moment avec un follicule bien mature de l'ordre de 17 à 18 et non pas de 15 à 16, plutôt 17, 18 que 15, 16. Et surtout ne pas déclencher trop tôt et faire l'insémination entre 36 et 38 heures après plutôt que 34 à 36 heures. OK. Alors, il y a un collègue qui demande, quand tu finis de préparer le sperme, si les paramètres escomptés ne sont pas obtenus, est-ce qu'on fait quand même l'insémination? Alors, quand on prépare le sperme, le jour de l'insémination, bien sûr, c'est pareil comme le TMS. Donc, on l'évalue après la préparation. Déjà, d'emblée et dès l'examen initial, comme vous avez vu sur le premier cas clinique, on peut prévoir un deuxième prélèvement pour pouvoir donc pouler les deux populations de spermatozoïdes sélectionnées sur 2 éjaculats pour avoir un nombre suffisant d'insémination. Si on n'arrive pas à avoir ce nombre, il vaut mieux annuler le cycle. Et on l'a fait, hein. On l'a fait, donc on annule. Il y a notre ami Jean-Marc Mayanga là, qui pose plutôt un commentaire plutôt qu'une question à propos du premier cas que tu as présenté, parce que l'AMH était un peu élevé à 3 et quelques, je suppose, et donc c'est une OPK. Et il dit que le fait de restaurer, corriger l'ovulation, ça permet d'avoir une grossesse, quelle que soit la térato. Comment tu réponds à ça, Hanan? Alors, une infertilité de 3 ans, hein, c'était une proposition de continuer l'expectative, mais après 3 ans, pour une dame qui avait 34 ans, je pense, pour le premier cas clinique, aussi l'insémination se discute en première intention. Hanan, si tu permets, moi j'ai une question. Oui. À propos justement de la collecte du sperme pour avoir un certain nombre de spermatozoïdes. Ne penses-tu pas que si on a un sperme qui est très altéré, ce n'est pas le nombre qui va déterminer donc la réussite? Parce qu'un sperme qui est très altéré, même si on fait le pooling, on essaye de faire fractionner un peu le recueil et faire plusieurs recueils pour collecter plus, est-ce qu'au niveau de la qualité du sperme, ça vaut le coup? Alors, quand vous parlez de sperme très altéré, ça sous-entend que le spermogramme ou l'exploration avant l'insémination a montré une oligoasténotératospermie qui est extrême à sévère. Donc là, je pense qu'il ne sera pas inclus dans le protocole d'insémination. Donc, on n'est pas au niveau du cut-off supérieur à 30% de mobilité. On n'a aucune valeur prédictive de succès. Donc,
et j'insiste sur l'exploration avant l'insémination. C'est pour ça que le TMS est indispensable avant de pousser le couple à faire l'acte de l'insémination. Non, non, c'est exprès que j'ai posé cette question pour lever le doute. Parce que quand on dit on va collecter le sperme et pour avoir un certain nombre, et quand on arrive à un certain nombre, on peut inséminer, ce n'est pas toujours vrai. Voilà ce que c'est ça, c'est pour lever le doute. Message. Voilà le message. Lever tout équivoque. Voilà, donc il faut partir d'un sperme qui est déjà à l'avance, qui est pour qui l'indication de l'insémination est possible. Exactement. Voilà, donc pas n'importe quel sperme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a également des questions sur l'intérêt des rapports sexuels après l'insémination. Est-ce qu'il faut permettre un rapport sexuel après une insémination ou pas? Oui, toujours dans la même logique du pooling des spermatozoïdes. On peut préconiser les rapports même avant le jour de l'insémination, en écourtant aussi l'abstinence pour minimiser le séjour des spermatozoïdes dans les voies et dans le réservoir de stockage, et aussi les rapports après l'insémination. Toutes les deux propositions sont possibles. Donc, avant, après, poulet avec les rapports naturels, oui. Mais dans cette même ordre d'idée, est-ce que la double insémination a encore sa place? Alors, dans les recommandations, il ne parle pas de… Ce n'est pas du tout recommandé comme attitude, mais il y a des publics qui ont parlé de la supériorité de la double insémination sur l'insémination simple. Voilà. Ça a été rapporté sur des séries qui ne sont pas très, très grandes et que c'est une technique qui a été quand même plus ou moins abandonnée par la plupart. Hein. D'accord. Il y a d'autres questions? Oui, il y a beaucoup de questions, mais ça regroupe un peu ce qu'elle a déjà répondu. Alors, elle demande également, dans le cas où la femme est fumeuse aussi, les deux partenaires sont fumeurs, est-ce qu'il faut faire la fragmentation, la dénaturation ou le traitement avant l'IAC? Alors là, donc je vais traiter ce point dans le 4e cas clinique. Donc, on va traiter la qualité nucléaire et aller sur les explorations les plus avancées. D'accord. OK. Les autres questions regroupent vraiment ce dont tu as déjà parlé. Il y a quand même, Ernestine, si tu permets, une question qui concerne la préparation du cathéter. Ah oui. Est-ce qu'il faut laver le cathéter? Est-ce qu'il faut le rincer plusieurs fois? À quoi est-ce que ça augmente les chances? Comment tu n'ai pas compris. Pourquoi on lave le cathéter? Oui, absolument. Pas... pour ne pas, c'est-à-dire pour que les spermatozoïdes ne se collent pas au niveau du cathéter. Ah, donc sur le tube. Juste un rinçage. OK, d'accord. C'est parce que c'est la stérilisation est au rayon gamma, là, donc on n'a pas besoin de rincer, non? Oui, comme on est en petit volume, en 0,3, oui, il y a certains qui rincent le cathéter pour ne pas faire accrocher les gamètes, mais il n'y a pas de recommandation, rien du tout. Hein, c'est juste des pratiques de certains centres. OK, donc beaucoup de questions sur la morphologie, mais je pense que tu as vraiment répondu sur ça. Est-ce que Hanan, pour conclure et fixer les idées, est-ce que tu peux nous rappeler les cut-off de succès qui permettent un succès concernant donc la morphologie et la mobilité? Parce qu'il y a des questions qui reviennent sur ça. C'est ça. Alors, pour réussir l'insémination, il faut donc un pourcentage de forme typique qui est au-dessus de 4% de la valeur normale. Et pour la mobilité, là, on parle de sperme natif, c'est-à-dire de sperme frais.
Pour la mobilité, initialement, il faut avoir plus de 30% pour réussir l'insémination. Pour le nombre de spermatozoïdes récupérés après la préparation, il faut un minimum d'un nombre de spermatozoïdes qui est de 1 million pour faire l'insémination, mais pour la réussir, il faut aller vers les 10 millions et plus. Et j'ai montré la publi qui parle même de 15 et 20 millions d'inséminés. OK. OK, donc on va passer aux autres cas cliniques. Il y a une question concernant le syndrome des ovaires micropolykystiques et la tératospermie. On reviendra peut-être après sur cette question-là. Donc on continue, Hanan, pour les deux autres cas cliniques. Okay. Les deux autres cliniques, et j'invite Sonia de modérer après les deux cas cliniques. OK. Merci. Il faut que j'active. Alors, troisième cas clinique. C'est un couple qui, pareil, qui se présente donc au centre pour désir d'enfant. Une infertilité de 3 ans. La dame, elle est jeune, elle est OPK par contre. Et le monsieur, il a 35 ans, il ne fume pas. Et il n'a aucun antécédent pathologique notable. Le spermogramme est normal avec un TMS qui montre donc un nombre de spermatozoïdes progressifs après préparation supérieur à 5 millions, 5,4 millions si vous voulez la précision, avec une survie qui reste moyenne de l'ordre de 50%. Alors, lors du premier cycle d'insémination et au laboratoire, après un délai d'abstinence de 3 jours, le prélèvement a montré les paramètres suivants. Donc, un volume à 1,2, une concentration à 36 millions, une vitalité basse qui est de 35%. Donc, on est en nécrozoospermie, une leucospermie à 5 millions par millilitre, et une mobilité progressive qui est aussi faible de 10%. Alors, devant ces paramètres, il faut penser à l'infection. Donc, il y a donc des signes qui montrent qu'il y a au niveau du sperme un problème d'inflammation puisqu'il y a les leucocytes. Ces leucocytes ont altéré certainement la mobilité, la vitalité, et puis il y a le volume qui est abaissé. Donc, il faut penser à l'inflammation et à l'obstruction qui donne ce petit volume. Alors, la leucospermie est définie par l'OMS comme un nombre de leucocytes ou une concentration au-dessus de 1 million par millilitre. Cette leucospermie aussi est étudiée en fonction du nombre de spermatozoïdes, des spermatozoïdes au niveau du prélèvement spermatique. La leucospermie est fréquente au niveau du sperme, donc on peut trouver un certain nombre de leucocytes, mais quand elle est au-dessus de 1 million, on rentre dans le volet pathologique, dans l'inflammation, et il faut explorer et compléter par une spermoculture pour voir si cette leucospermie est associée à une bactériospermie. Donc, il faut rechercher les germes banaux et aussi, il faut aller rechercher le chlamydia et le mycoplasme comme agents pathogènes. Une fois on a les données de l'exploration bactériologique, il faut adapter donc l'antibiothérapie en fonction du germe ou de l'agent pathogène. Associer les anti-inflammatoires s'il y a une persistance de la leucospermie même après le contrôle de la spermoculture, et pourquoi pas les antioxydants parce qu'on sait très bien
que la leucospermie génère un stress oxydatif au niveau du sperme, ce qui va retentir sur l'ensemble des paramètres spermatiques, aussi bien la mobilité, la vitalité et aussi la fécondance du sperme. Voilà, donc pour les recommandations, il faut faire attention à ce syndrome infectieux. Et bien sûr, avant d'entamer un cycle d'insémination, il laisse le champ libre pour la réglementation du pays. Donc, le bilan infectieux est adapté en fonction de la région et en fonction du pays. Donc, voilà, il laisse donc le champ libre pour les explorations infectieuses avant l'insémination. Sinon, je passe au quatrième cas clinique et on va faire une session questions-réponses après. Le dernier cas, c'est monsieur et madame J qui sont mariés depuis 3 ans et 2 mois et qui consultent pour désir d'enfant. La dame, elle a 30 ans, ses cycles sont réguliers et ses trompes sont perméables. Monsieur, il a 36 ans, il est tabagique, alcoolique, buveur d'alcool, donc il est en surpoids. Sinon, son spermogramme est normal et le TMS donne 11 millions de spermatozoïdes récupérés après préparation. Donc, la patiente, elle est jeune, elle est normo-ovulante, le sperme est normal, l'hystéro est normal. C'est une infertilité inexpliquée qui dépasse les 3 ans. On programme l'insémination avec un traitement adéquat. Finalement, on commence les inséminations. Le premier cycle d'insémination, on a inséminé 8,4 millions, ça n'a pas marché. Deuxième insémination, on a inséminé 9,4 millions, ça n'a pas marché. Et troisième insémination, 11,5 millions et toujours échec et pas de grossesse. Passage en FIV. Alors, passage en FIV à la demande du couple, donc ils ont demandé de passer en FIV et on a récupéré 6 ovocytes, 5 qui étaient matures, 4 zygotes sur les ovocytes micro-injectés et 4 embryons récupérés qui ont été mis en culture prolongée et finalement on a obtenu à J5 un embryon au stade de morula, mais pas au stade de blastocyste. Alors, donc, ce n'est pas la FIVIXI qui a amélioré les choses. Donc, on est toujours dans un rendement faible en termes de blastulation, en termes de développement embryonnaire. Donc, le passage en FIV n'a pas résolu la question de ces échecs répétés. Par contre, donc, on a fait le diagnostic d'un problème de blocage embryonnaire et un défaut de développement des embryons. Ce qu'il faut savoir que après la fécondation et quand la fécondation est réussie, on obtient un embryon qui a un génome au tout début inactif et qui s'active à partir de J2, J3. Donc, le blocage, s'il est un peu tardif à partir de J3, il y a l'effet paternel qui intervient dans ce développement embryonnaire. Et cet effet paternel tardif est lié à une qualité du noyau spermatique qui est altérée, soit par des aneuploïdies non diagnostiquées ou bien par une fragmentation de l'ADN qui est assez élevée. Alors, là, je reviens aux recommandations. Donc, ce qui est recommandé, que devant les échecs, il faut passer en exploration spermiologique avancée et il est recommandé d'explorer la qualité nucléaire. Donc, effectivement, donc on a fait le PAC spermiologique et le PAC englobe une étude de la maturité de la chromatine, donc le taux de décondensation
qui est de 32% chez le monsieur, alors que la valeur normale, elle est de 20%. Le taux de fragmentation qui est élevé et un niveau de stress aussi qui est assez élevé. Donc là, pour ce couple, il faut donc agir sur la qualité spermatique parce que en fait, si le niveau de stress oxydatif il est encore là, si il reste en surpoids, s'il est déséquilibré sur le plan alimentaire, si son métabolisme ne fonctionne pas bien et si on maintient tous les facteurs qui donnent un stress oxydatif et qui génère une qualité nucléaire derrière qui est altérée, donc certainement on ne va pas avoir de grossesse derrière. Donc il faut juguler toutes les étiologies et tous les facteurs qui peuvent altérer la qualité spermatique, donc hygiène de vie et bien sûr antioxydants puisque le stress oxydatif est là. Alors, ce taux de fragmentation élevé a été recensé chez les patients qui présentent une infertilité expliquée avec un pourcentage qui n'est pas faible, qui est de l'ordre de 26%. Donc, 26% des hommes qui présentent une infertilité inexpliquée ont un niveau de fragmentation et de cassure de l'ADN qui est élevé. Alors, le cut-off par rapport à cette qualité nucléaire, à partir de quel taux on parle de qualité nucléaire altérée? Alors, les techniques sont nombreuses. La technique la plus recommandée, c'est la technique tunnel et le cut-off, c'est de 12 à 14%. Donc, à partir de cette fourchette, on parle d'une qualité nucléaire qui est altérée. Voilà, donc il faut agir sur les paramètres spermatiques bien avant l'acte, que ce soit en insémination, que ce soit en fécondation in vitro. Le fait de diversifier les actes ou passer à la FIV, ça ne résout pas le problème pour les échecs d'insémination. Donc, je rappelle les valeurs prédictives de succès de l'insémination. Donc, il faut un TMS supérieur à 1 million pour démarrer l'insémination, la morphologie supérieure à 4% pour garantir ou pour prédire le succès. Le nombre de spermatozoïdes inséminés, il faut l'augmenter même par un pooling d'éjaculat, donc supérieur à 5 millions, c'est rassurant. Une qualité nucléaire qui doit être correcte, donc aller à l'exploration avancée pour les recommandations, ça reste en deuxième temps, ça reste de deuxième intention après échec, mais on peut le faire avant si on veut, bien sûr, écourter le délai de conception. Pour le bilan infectieux ou le profil infectieux, les recommandations laissent le champ libre pour les réglementations des différents pays. Et pour les timings, bien sûr, la fourchette est large et chacun a ses habitudes. Il n'y a pas de recommandations claires dessus. Voilà, donc je pense qu'on peut passer aux questions et je vous remercie pour votre attention. Alors, donc je commence par la question de Dr Saïd Hanen, donc, qui demande en ce qui concerne les leucospermies persistantes sans avoir décelé aucun agent pathogène malgré l'antibiothérapie et le traitement anti-inflammatoire. Que faire? Alors, tu peux me répéter la question, s'il te plaît, Sonia? Il n'y a pas de souci. Alors, donc, il y a Dr Saïd qui demande la question suivante. Donc, en ce qui concerne les leucospermies persistantes, donc, sans déceler aucun agent pathogène, il dit que faire malgré qu'il a donné les traitements antibiotiques et anti-inflammatoires aux patients. Donc, il a donné le traitement antibiotique et anti-inflammatoire et… il a toujours une leucospermie persistante.
Mais persistante, excuse-moi, Hanan, persistante combien de temps? Parce que justement, les leucospermies qui sont, peuvent être persistantes malgré le fait qu'on ne trouve qu'on ne trouve pas de germes ni dans le sperme, ni dans le premier jet urinaire, ni dans l'urètre, et malgré tout, il y a une leucospermie qui persiste. Alors là, il faut être très patient et il faut prolonger le traitement même jusqu'à 6 mois avec un traitement séquentiel d'antibiotiques et anti-inflammatoires, rajouter un antioxydant, comme l'a dit Hanan, parce que souvent, il y a un stress oxydatif et il faut être patient. Et ça peut durer même 6 mois pour que la leucospermie disparaisse. Donc, j'allais dire, donc la leucospermie ne disparaît pas rapidement, c'est-à-dire voilà. on arrête le traitement, après le contrôle sera à 0 million par millilitre. Non, ça peut persister et ça s'équilibre en fait avec les antioxydants aussi naturels du sperme. Hein. Mais ça peut persister, Hanan, ça peut persister jusqu'à 3 et 6 mois. Hein. Oui. Et donc là, il faut être patient. Il faut prolonger le traitement et répéter le traitement et jusqu'à ce qu'on obtienne moins de 1 million. Dans ce sens, il y a justement M. Simon donc, qui dit que certaines écoles ne recommandent pas une prise en charge de la leucospermie, même si elle est associée à une discrète bactériospermie. Qu'en pensez-vous? Ne recommande pas de traiter la leucospermie. Même si elle est associée à une discrète bactériospermie. Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est vrai que la leucospermie avec une concentration faible, c'est-à-dire qui est moins de 1 million, ou quand le sperme est riche, ça peut dépasser le 1 million par millilitre, oui. Ça va s'équilibrer avec le nombre très important de spermatozoïdes. La leucospermie, avec un ratio qui se respecte avec le nombre de spermatozoïdes, peut avoir un effet bénéfique parce qu'il y a toujours cet équilibre d'oxydoréduction et les leucocytes permettent de générer donc un environnement adéquat pour la survie des spermatozoïdes. C'est peut-être cet aspect-là sur lequel il voulait insister, que une note de leucospermie ne gêne pas la survie ni la vitalité des spermatozoïdes, et ça peut donner donc un environnement qui est assez équilibré. D'accord. Alors, il y a Madame Olfakileni qui pose la question suivante. Elle dit que dans un cas d'hémospermie, donc le jour de l'insémination, faut-il quand même préparer le sperme ou annuler l'acte? Alors, en cas d'hémospermie, il faut faire l'enquête ou l'interrogatoire avec le patient. Parce que ça peut être en rapport avec une lésion qui est cutanée au niveau de la peau, donc ça peut donner donc une hémospermie qui n'est pas persistante même si on refait le prélèvement, parce qu'avec le traitement justement de sperme, on va éliminer les hématies. Donc il faut voir le degré où je dirais l'intensité de l'hémospermie, la cause derrière, si on peut bien sûr refaire l'interrogatoire et récupérer les données qui nous permettent donc qui vont nous permettre donc de trouver l'étiologie. Et bien sûr, si c'est vraiment hématique, on ne traite pas, hein, on annule l'acte, bien sûr. Alors, donc, une question pour Dr Mahmoud. Donc, du coup, il y a deux questions qui se rapportent à l'âge de la patiente. Quel est l'âge limite au-delà duquel on n'indique pas une insémination chez un couple? Bon, alors là, il y a des études qui ont été faites et l'âge limite au-delà duquel l'insémination a très peu de chances de réussir, c'est 42 ans. D'accord? Basé sur des études qui ont été faites, et essentiellement des études qui ont été faites par nos amis français Oliven et Friedman.
Mais justement, et là, comme l'a dit en introduction Hanan, la place de l'insémination dans le panel de la procréation médicalement assistée, plus la dame prend de l'âge, plus on tend vers la fécondation in vitro beaucoup plus que l'insémination. Et donc, l'âge de la femme, disons, à partir de 38-39 ans, on commence à bien réfléchir sur l'opportunité de l'insémination ou passer en speed vers la fécondation in vitro. Mais si on parle en termes d'études et de résultats d'insémination, le cut-off, c'est 42 ans. D'accord, donc on retient plutôt la limite de 42 ans. Alors, Hanan, je reviens vers toi. Donc, il y a monsieur Khalid Slewi qui te demande quel est l'intérêt du curcuma comme anti-inflammatoire. Aucune idée. Vraiment aucune idée. Bon, aujourd'hui, on m'a parlé. Aujourd'hui, moi, on m'a parlé de l'hijama al-nabawiyya. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, apparemment, c'est les ventouses. Bon, là aussi, hein, bon, je ne sais pas. Bon, on revient maintenant à des techniques qui ne sont pas scientifiques et donc là, on ne sait pas quoi répondre là. Alors, donc, il y a Madame Emira Mliki qui pose la question suivante. Elle dit qu'en cas de tératospermie avec anomalie de la tête, donc avec des anomalies prédominantes de la tête, donc quelle est la conduite à tenir pour corriger ces anomalies? Faut-il explorer dans ce cas la qualité nucléaire? Donc, elle ne précise pas si c'est monomorphe ou si c'est polymorphe. Alors, pour la tératospermie, comme j'ai bien dit, ça ne se corrige pas, hein. Donc, à part quelques anomalies qui sont liées à un problème d'infection, tels que les flagelles enroulés, tels que les allongements de la tête en cas de varicocèle. Donc, à part ces anomalies, quand on a des anomalies qui touchent à la tête du type anomalie de formation de l'acrosome, ça se passe au niveau de la spermiogenèse, qui est l'étape de maturation ou de différenciation finale du spermatozoïde. Donc, ça se passe au niveau de la gonade et après, on n'a pas de marge de manœuvre pour corriger la tératospermie. Donc, une fois c'est constitué, on ne peut pas corriger la morphologie. On peut sélectionner, oui, donc faire le tri sur une population de spermatozoïdes et récupérer les meilleurs, les plus typiques possibles, les plus corrects possibles, mais corriger la térato, ce n'est pas possible. Alors, j'aurais une question donc, pour Dr Mahmoud. Il y a Dr Saïd qui demande, avec l'accès plus facile à l'ICSI, est-il encore logique de faire plus que 3 cycles d'IAC? C'est comme je viens de dire là, ça dépend il ne faut pas raisonner sur uniquement un seul paramètre, il faut juger sur le contexte. Et là, il faut tenir compte des facteurs de pronostic autres que spermatiques, c'est-à-dire la durée de l'infertilité, l'indication aussi. Et donc, tout dépend de ça. Et l'âge de la femme, bien entendu. Il faut tenir compte de tout ça pour justement choisir la meilleure stratégie, combien d'insémination et quand est-ce qu'il faut passer à la FIV-ICSI. Mais d'une façon générale, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui va petit à petit, c'est-à-dire step par step, pour les femmes qui sont jeunes, quand la durée de l'infertilité est inférieure à 2 ans. À ce moment-là, on peut se permettre de faire des inséminations avant de passer à la fécondation in vitro. Et si la durée de l'infertilité est supérieure à 2 ans, et une femme qui commence à prendre de l'âge au-delà de 35 ans, on peut aller en speed et aller directement vers la fécondation in vitro. Donc, tout dépend des autres aussi facteurs de pronostic. Il n'y a pas uniquement les facteurs spermatiques. Voilà ce que j'ai à répondre pour Shihab.
Il y a une question de notre ami Habib Midessi concernant, pour rester dans la clinique, si tu permets, Sonia. Bien sûr. L'IAC a l'avantage de bien explorer le col et l'isthme, ce qui est utile si on passe en FIV-XI. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pourrais poser la question à si Habib, mais malheureusement, il ne peut pas répondre, mais je vais certainement le voir le samedi, et donc il va me donner son avis sur est-ce qu'il y a une indication pour un facteur cervical d'insémination, pour l'insémination. Est-ce que le facteur cervical est encore une indication pour faire une insémination? Parce que là, je peux répondre à cette question. Vous savez que la première indication de l'insémination, c'est la glaire hostile, et donc c'est le facteur cervical. Ça, c'est classiquement. Donc, dans les années 90, c'était la première indication, mais après, et donc la société américaine et les sociétés européennes donc, incluaient le facteur cervical comme indication majeure pour faire une insémination intra-utérine, mais après, dans les années, à partir de 95 pour les Américains et à partir de 2000 pour les Européens, le facteur cervical n'est plus mentionné dans les indications de l'insémination intra-utérine et on ne parle plus de facteur cervical. Et donc, si la durée de l'infertilité est dite inexpliquée et que plus que 3 ans, on peut passer directement à la fécondation in vitro en speed si on ne trouve pas vraiment d'indication précise. D'accord, merci Dr Mahmoud. Alors Hanen, donc il y a Madame Emira Amliki qui revient vers toi en ce qui concerne donc les tératos extrêmes. Elle dit quel est le pronostic de la fertilité dans ce cas-là? Quelle alternative pour le couple? Alors, pour la tératospermie extrême, c'est-à-dire absence de forme typique dans l'éjaculat, il faut différencier justement les tératos monomorphes des tératos polymorphes. Donc, quand on parle de tératospermie monomorphe, c'est-à-dire c'est syndromique, c'est pratiquement la majorité des spermatozoïdes, c'est-à-dire au-delà de 60 à 70% des spermatozoïdes, présentent la même morphologie du type macrocéphalie ou globocéphalie. Dans ce type d'anomalie, il faut explorer et passer en analyse moléculaire pour regarder les gènes impliqués. Donc, pour la macrocéphalie, si on trouve la mutation, c'est une interdiction totale à l'assistance médicale à la procréation. On ne peut rien faire pour le couple. C'est le pronostic le plus péjoratif. Pour la globozoospermie, donc si elle est totale, on essaie d'activer les ovocytes parce que chez les globozoospermes, il y a un facteur spermatique qui est absent, qui est le facteur PLC-zeta qui est connu. Donc là, on essaie d'activer l'ovocyte. Donc on peut faire la FIV et bien sûr, on prévient le couple que les chances de réussite ou d'obtention d'embryons sont limitées. Il y a la globopartielle sur laquelle on peut agir aussi par des activateurs et les chances sont plus intéressantes. Sinon, il y a le volet de la tératospermie qui est polymorphe. Polymorphe, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, que le spermatozoïde il est atypique, mais il n'y a pas de syndrome monomorphe qui atteint la spermatogénèse. Là, bien sûr, avec les moyens de sélection, aussi bien la préparation technique que les moyens microscopiques, on peut arriver à sélectionner même un spermatozoïde qui reste atypique, mais le moins dysmorphique possible. Donc, le pronostic de tératopolymorphe, il est plus intéressant que celui des térato-monomorphes. Moi, ma question à Ernestine, si elle m'entend,
Donc ici, dans le pourtour méditerranéen, et on a identifié quand même des gènes qui sont responsables de la tératospermie, surtout qui touchent la tête, les microcéphales et les macrocéphales. Est-ce que chez vous, est-ce que vous avez détecté dans votre population des gènes spécifiques concernant les anomalies du sperme? Non, malheureusement, mon cher ami, on n'a pas tellement de moyens pour faire ce genre de technique. Par contre, ce que nous observons ici chez nous, c'est quand même un taux très élevé d'azospermie. Et là, on n'en a pas parlé ce soir. Nous faisons face souvent à un pourcentage de l'ordre de 10% d'azospermie. Donc, comme chez nous, les dons de sperme ne sont pas interdits, on fait plus facilement les dons de sperme dans ces cas-là. D'accord. Quel que soit le type d'azospermie. Donc, non, bien sûr. Non. Après avoir fait le bilan, l'azospermie sécrétoire, l'azospermie excrétoire, on fait également les biopsies testiculaires. Les thésées aussi, on les fait pour pouvoir chercher les spermatozoïdes et faire de l'ICSI. Mais quand une azospermie est sans solution, oui, c'est là qu'on ira au don de sperme. Très bien. Tu vois, Sonia, est-ce qu'il y a d'autres questions? Exactement. Alors, Hanen, il y a une autre question pour toi. Donc, alors, c'est un spectateur qui est anonyme, donc je n'ai pas le nom de la personne, et il demande en fait quel est l'âge limite pour indiquer l'IAC chez un monsieur. Donc, vu que l'âge, il a été fixé à 42 ans, donc chez les femmes, en ce qui concerne l'homme, quel est l'âge limite pour pouvoir indiquer une insémination? Il n'y a pas d'âge limite pour l'homme, sauf qu'on sait très bien que les altérations, aussi bien des paramètres standards que de la qualité nucléaire, commencent à partir de l'âge de la quarantaine. Donc, après, il n'y a pas d'âge limite pour indiquer une insémination chez l'homme. Je peux quand même ajouter que le facteur de l'âge intervient également chez l'homme. Dans les grandes séries, on a montré que les taux de succès descendaient de façon parallèle à l'augmentation de l'âge de l'homme aussi. Maintenant, est-ce que oui, c'est... mais contre-indiquer complètement l'insémination sur le facteur âge paternel uniquement, non. Ce que je recommanderais, c'est de faire l'analyse poussée, l'analyse avancée de la qualité spermatique, c'est-à-dire la qualité nucléaire pour tout patient qui dépasse la quarantaine avant d'aller en insémination. Voilà. Justement, on te demande la question, tu as déjà répondu à ça, mais on te pose la question, comment étudier la qualité nucléaire? Donc, si tu peux rappeler. Alors, comme j'ai dit, la qualité nucléaire, il y a deux tests qui sont de pratique courante. C'est le test de fragmentation de l'ADN. C'est le test qui étudie les cassures au niveau de l'ADN. Et il y a le deuxième test qui étudie la compaction de l'ADN et la maturité nucléaire, c'est-à-dire la compaction de la chromatine. Donc, les deux tests renseignent sur le niveau de maturité nucléaire du spermatozoïde et les dégâts aussi au niveau de l'ADN. Donc, deux tests séparés qui se font avec deux techniques différentes. La compaction, qui est la décondensation de l'ADN, et le deuxième facteur, c'est les cassures ou la fragmentation des brins d'ADN. Alors, il y a une question d'un confrère qui s'appelle Simon Azombakin, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Alors, il te demande, Hanen, en ce qui concerne la leucospermie, il faut faire attention à la technique de détection, le test à la peroxydase, leucoscreen, ne détecte pas les autres cellules blanches, alors que les lymphocytes sont également pathogènes, d'où l'intérêt de sa recherche sur le frottis. Que pensez-vous?
c'est vrai que le leucoscreen, qui est à la base fait par la peroxydase, donne une coloration qui est différente du reste des cellules. En tout cas, le manuel de l'OMS, il parle de la numération des leucocytes et il propose les techniques qui sont donc recommandées pour ça. Parmi ces techniques, c'est le leucoscreen. Ils n'ont pas proposé autre chose. Donc, je pense qu'il faut suivre vraiment les recommandations et le manuel de l'OMS et ne pas aller dans les explications donc sur le processus inflammatoire, les lymphocytes, la coloration. Donc, il faut respecter vraiment le manuel et les recommandations dans le domaine de la spermiologie. Il y a une autre question de Dr Rakis Wende. Je m'excuse de la prononciation. Bonsoir. Quelles peuvent être les causes d'une nécrosospermie totale en dehors de la bactériospermie? Quelles sont les causes? Oui, de nécrosospermie. Totale, en dehors de la leucospermie? En dehors de la bactériospermie, oui. Bactériospermie. Alors, la nécrosospermie peut être aussi exogène, c'est-à-dire quand on utilise un savon, par exemple, pour faire le prélèvement, on peut altérer la vitalité des spermatozoïdes, sans que ça soit endogène, que ça soit donc un facteur qui est donc à l'intérieur de l'organisme. Donc, la nécrosospermie aussi, on peut l'avoir en s'exposant à des toxiques du genre des pesticides. Donc la nécrosospermie, c'est la vitalité des spermatozoïdes et on peut tuer les spermatozoïdes par n'importe quel agent agressif. Peu n'importe, un agent pathogène, une bactérie ou un agent toxique, c'est pareil. Ça peut être lié aussi à une prise médicamenteuse. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a aussi le phénomène auto-humain. Donc, on peut avoir des anticorps antispermatozoïdes qui sont cytotoxiques, donc qui vont générer avec un phénomène auto-humain un déclenchement d'une baisse de la vitalité et une nécrosospermie aussi. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent donner cette nécrosospermie. Bon. Donc, on remercie tous les participants et je me permets de donner la parole à notre chère invitée Ernestine pour conclure le webinaire. Voilà, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe, bien sûr la clinique La Rose. Le niveau technique était très, très bon. J'ai eu des remarques et des messages pour le signifier. Le niveau scientifique était très, très élevé. Bravo, Anen. Et la collaboration Afrique du Nord, Afrique subsaharienne est excellente et nous continuons à travailler ensemble. Nous espérons avoir d'autres rencontres comme celle-ci. Merci beaucoup à tous. Merci, Christine. C'est un plaisir d'être parmi nous. Merci à tous les participants et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau webinaire qui concerne donc la chirurgie. C'est comment faire la cure de l'ismocèle. Hein. Et ça sera fait par Dr Braham et Dr Khouf. Merci à tous et bonsoir. OK, bye bye. Au revoir.